L'Airbus A340 était censé être le ticket d'Airbus pour rejoindre la cour des grands. Un long courrier à 4 moteurs conçu pour défier la domination de Boeing de l'autre côté de l'Atlantique et au-delà. Il a décroché des commandes en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Mais aux États-Unis, rien. Ni Delta, ni American, ni United. Pas une seule grande compagnie américaine n'en a jamais exploité un. À première vue, c'est simple, Boeing était plus fort, l'A340 moins efficace. Mais la vérité est plus profonde. Ce n'était pas qu'une question de moteur ou d'économie. C'était une question de timing, de politique. Et Boeing jouait aux échecs pendant qu'Airbus essayait encore de comprendre les règles. Alors, pourquoi l'A340 a-t-il totalement échoué en Amérique ? Pour comprendre, il faut remonter au début des années 90. Airbus avait un énorme problème. Boeing dominait l'aviation long courrier. Le 747 régnait sur les routes intercontinentales. Les DC-10, MD-11, 767 dominaient presque tout le reste. Airbus était le petit nouveau qui regardait de loin. La solution d'Airbus ? L'A340. 4 moteurs, une vraie autonomie, conçue pour les compagnies qui avaient besoin de longs trajets avant que les règles ETOPS pour bimoteur ne s'assouplissent complètement. À l'époque, traverser les océans signifiait qu'il fallait 4 moteurs pour la sécurité. L'A340, ce n'était pas qu'un seul avion. Plusieurs versions, l'A340-200, l'A340-300, suivi des plus grands 500 et 600, tous dans une même famille. Les compagnies européennes ont adoré. Les transporteurs du Moyen-Orient ont suivi. Les compagnies asiatiques ont vu l'intérêt. Mais les États-Unis, ça allait être le plus gros défi d'Airbus. Et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Voici ce qu'Airbus a dû affronter sur le marché américain. Les compagnies américaines n'étaient pas juste des clients Boeing, c'était aussi des partenaires. United, Delta et American possédaient d'immenses flottes de 747 valant des milliards. Chaque avion signifiait des pilotes formés, une infrastructure de maintenance et des stocks de pièces détachées. Puis est arrivé le facteur McDonnell Douglas. Les compagnies US volaient avec des DC-10 et MD-11 sur des trajets moyens courriers. Lorsqu'est venue l'heure du remplacement, devinez qui les attendait ? Boeing avec le 767. Boeing a fait des grandes compagnies US les clients lancement et partenaires de développement du 767. Là où Airbus vendait son A340 fini, Boeing laissait les compagnies américaines participer à la conception de ses futurs avions, dont le tout prochain 777. Lequel vous paraît le plus attractif ? Boeing utilisait aussi des armes financières qu'Airbus ne pouvait égaler. Rabais massifs, offres groupées qui incluaient des pièces détachées, formation des pilotes et aussi contrats de maintenance. Ils pouvaient se permettre des prix agressifs parce qu'il ne s'agissait pas d'une simple vente, c'était la défense du terrain national. La stratégie du 777 était une défense calculée de la domination de Boeing sur le marché US, appuyée sur des partenariats profonds avec les compagnies pour verrouiller Airbus en proposant des solutions sur mesure et des prix agressifs. L'A340 d'Airbus, malgré son attrait mondial, ne pouvait percer cette forteresse, car Boeing a fait en sorte que les compagnies US y voient un pari étranger mal adapté pour leurs besoins. Acheter américain n'était pas juste du patriotisme, c'était aussi du pragmatisme. Pourquoi compliquer les opérations avec un nouveau constructeur lorsque celui que vous avez peut tout fournir ? Mais le timing allait devenir le plus grand défi d'Airbus. L'A340 est entrée en service en 1993. Ça aurait dû être le timing parfait, non ? Et pourtant, ça a été complètement raté. En 1993, les Boeing 767 démontraient que les avions bimoteurs pouvaient gérer les longues distances en toute sécurité. Les règles ETOPS se sont assouplies. Les compagnies aériennes ont compris que 4 moteurs n'étaient plus indispensables pour traverser les océans. Puis est arrivé le vrai défi. Le Boeing 777 lancé en 1995. Pas n'importe quel 777. Un 777 développé avec un énorme input d'United, American et d'autres grandes compagnies américaines. Cet avion offrait tout ce que les compagnies US avaient demandé. Les compagnies US comptaient déjà les jours avant l'arrivée de leur 777. Pourquoi acheter une solution à 4 moteurs dépassée lorsque celle à 2 moteurs de demain serait meilleure sur tous les plans ? L'A340 tentait de se vendre sur un marché qui avait déjà changé. Et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer pour Airbus. Soyons honnêtes sur ce qui s'est passé ensuite. Le Boeing 777 n'a pas fait que rivaliser avec l'A340. Il a écrasé toute chance que l'A340 avait en Amérique. United a accueilli le premier 777 en 1995. L'appareil a dépassé toutes les attentes. Une portée excellente, une consommation de carburant remarquable et construit exactement selon les spécifications des compagnies aériennes américaines.
American Airlines a suivi immédiatement. Delta est entré dans la danse. Ce n'était pas que des achats. C'était aussi un véritable vote de confiance dans la capacité de Boeing pour livrer exactement ce dont les compagnies américaines avaient besoin. Le 777 avait un autre atout crucial, un potentiel de croissance future. Boeing promettait des versions plus grandes, des portées plus longues, des améliorations continues. Les compagnies US pouvaient bâtir toute leur stratégie long courrier autour de cette seule famille d'avions. Pendant ce temps, l'A340, lui, semblait de plus en plus dépassé. Ces 4 moteurs CFM56 étaient fiables, mais moins efficaces et nettement sous-puissants comparés aux jumeaux du 777. Dans une industrie où le coût du carburant détermine la rentabilité, l'efficacité twin engine du 777 a tout changé. En configuration de classe, le Boeing 777-200 et le 777-200ER pouvaient transporter environ 314 passagers. L'A340-300, environ 335. Mais le 777 avait un avantage énorme sur la consommation de carburant, économisant chaque année des millions aux compagnies sur les vols long courriers. Cet avantage d'efficacité, combiné avec des coûts d'entretien réduits avec 2 moteurs plutôt que 4, rendait le 777 irrésistible pour les compagnies américaines. Les compagnies US ne se contentaient pas de préférer le 777, elles évitaient activement l'A340. Il est devenu le symbole d'une ingénierie européenne qui ne collait pas aux priorités opérationnelles américaines. Mais il y a une exception fascinante qui confirme tout ce que nous avons dit. Northwest Airlines avait en fait commandé 20 A340 et 10 options d'A330 en mars 1987. Ils allaient devenir le client phare de ce modèle en Amérique du Nord. Ça aurait pu tout changer, mais Northwest a mis sa commande en pause après que les moteurs de l'A340 ont été remplacés par les moins puissants CFM56. Après la guerre du Golfe et la flambée des prix du carburant qui s'en est suivie, la récession économique et une crise de trésorerie liée à un rachat à effet de levier ont frappé la demande, Northwest a annulé sa commande d'A340 le 7 décembre 1992. Décembre 1992, moins d'un an avant l'entrée en service de l'A340, juste au moment où le programme 777 prenait un sérieux élan. L'annulation de Northwest n'était pas qu'une question d'économie. C'était aussi parce qu'il pressentait que de meilleures options arrivaient. Au lieu des A340, Northwest a finalement commandé 24 A330 en 2001, dont certains ont ensuite rejoint la flotte de Delta. Mais l'A340 avait un problème encore plus profond avec les opérations aux USA. L'A340 répondait à des besoins que les compagnies américaines n'avaient tout simplement pas. Les compagnies européennes avaient besoin d'un très long rayon d'action pour connecter de petites villes européennes au reste du monde. Les compagnies asiatiques cherchaient du prestige et une capacité accrue pour leurs routes phares. Les compagnies du Moyen-Orient avaient besoin d'autonomie pour positionner leur hub sur l'échelle mondiale. Les compagnies américaines fonctionnaient complètement différemment. Leur plus long trajet, New York à Londres, Los Angeles jusqu'à Tokyo, était parfaitement assuré par les 747 existants. Les routes internationales de moyenne distance fonctionnaient très bien avec les 767 et les 777 promettaient encore mieux. Les compagnies américaines n'avaient pas besoin de la combinaison spécifique autonomie-capacité de l'A340. Leur réseau était structuré autrement. Les niveaux de remplissage étaient différents. Les priorités opérationnelles aussi. L'A340 répondait à des questions que la plupart des compagnies américaines ne se posaient pas. Pendant que Airbus construisait des avions pour des marchés mondiaux, les compagnies US avaient des besoins opérationnels bien précis que le 777 allait mieux satisfaire. Le design à 4 moteurs de l'A340 avait du sens pour de nombreuses compagnies dans le monde, mais les compagnies américaines favorisaient l'efficacité des bimoteurs pour leur réseau. Ce décalage fondamental entre ce qu'Airbus proposait et ce que les compagnies américaines voulaient persisterait jusqu'à ce qu'Airbus apprenne à concevoir des avions spécialement adaptés aux priorités opérationnelles américaines. Les achats d'avions ne sont pas que des décisions commerciales. Ce sont aussi des déclarations politiques. Boeing incarnait la suprématie américaine dans l'aérospatiale. À chaque audition au Congrès sur l'emploi, chaque discussion sur la production, chaque préoccupation syndicale, Boeing était la réponse. Airbus, c'était le challenger européen qui menaçait la domination américaine. Chaque vente d'A340 signifiait des emplois américains délocalisés à l'étranger. Boeing s'assurait que tout le monde comprenne ça parfaitement. L'A340 est vite devenu le jet européen. Le défi d'Airbus à Boeing sur son propre terrain.
Chaque trajet international opéré dans un A340 plutôt qu'un 747 ou un 777 symbolisait la victoire de l'aérospatial européen sur l'américain. Les compagnies américaines captaient cette symbolique à fond. Choisir des A340, ce n'était pas juste acheter des avions, c'était montrer où étaient les loyautés. Boeing gardait ce récit bien en avant. Chaque vente d'A340 manquée prouvait la domination perpétuelle de Boeing sur le marché américain. Le manque de commandes US créait un cercle vicieux. La direction pouvait pointer du doigt l'absence des compagnies américaines sur la liste des clients A340 pour justifier de rester fidèle à Boeing. Mais voilà que cette histoire prend un tournant inattendu. Airbus n'a pas abandonné le marché américain après l'échec de l'A340. Ils ont pris des notes détaillées, appris des leçons cruciales, utilisé ces leçons pour transformer complètement leur approche. Avec le développement de l'A350, tout a changé. Les dirigeants d'Airbus ont travaillé directement avec des compagnies américaines comme American pour comprendre leurs besoins. Que voulaient vraiment les transporteurs US? Quels étaient leurs vrais défis opérationnels? Leur retour a été précieux. Les compagnies voulaient l'efficacité de bimoteurs. Elles exigeaient des réductions de consommation de carburant à 2 chiffres par rapport aux avions existants. Elles voulaient des avions conçus pour leurs opérations hub and spoke, pas des modèles point-à-point européens. Airbus a répondu exactement à ça. L'A350-900 offre environ 25% de réduction de consommation par rapport à l'A340-300. Les deux moteurs signifiaient aussi des coûts de maintenance bien plus bas. Le plus important, c'est qu'Airbus a vu les compagnies américaines comme des partenaires de développement. Ils ont intégré les suggestions de compagnies comme Delta Airlines sur la cabine, les systèmes opérationnels et même les protocoles de maintenance. La même approche que Boeing utilisait avec succès sur le 777. La stratégie de l'A350 a parfaitement fonctionné. US Airways avait commandé des A350 en 2007, commande reprise par American Airlines lors de leur fusion en 2015, marquant la première flotte Airbus gros porteur d'American grâce à cette acquisition. Cependant, elle ne s'est jamais concrétisée en livraison réelle car American Airlines a finalement annulé la commande. Delta a commandé 25 A350-900 en 2014. Les dirigeants de la compagnie ont encensé cet avion. United Airlines a fini par passer ses premières commandes d'A350-900, plus tard converties en A350-1000. Malheureusement pour Airbus, le carnet de commandes actuel d'United inclut 45 A350-1000 sans date de livraison précise. Airbus n'a vendu aucun A340 aux grandes compagnies américaines, mais en moins de 20 ans, son A350 a séduit US Airways, Delta et United, prouvant que le constructeur européen a su percer le marché US en tirant les leçons de ses erreurs passées. Ce retournement de situation montre comment Airbus est passé d'un outsider européen à un partenaire fiable pour les compagnies américaines. L'avion qu'Airbus n'a pas réussi à vendre aux compagnies US, l'A340, lui a enseigné tout ce qu'il fallait pour concevoir l'appareil qu'il pouvait finalement intégrer dans les flottes américaines, l'A350. L'échec du A340 sur le marché américain a eu des conséquences bien au-delà des simples ventes d'avions. Pour Airbus, cela a été une leçon cruciale sur le bon timing et le positionnement sur le marché. Ils ont construit des avions performants, mais ont complètement sous-estimé ce que les marchés voulaient vraiment et quand. Pour Boeing, cela a confirmé la solidité de sa stratégie d'intégration profonde avec les compagnies américaines. Le succès du 777 ne tient pas juste à la qualité de l'avion, mais aussi à la création du bon avion au bon moment pour les bons clients. L'absence du A340 dans les flottes américaines a fait que les passagers, pilotes et professionnels de l'aviation américains ont eu très peu de contact avec la technologie long courrier d'Airbus. Ce manque de connaissances a perduré durant des années, jusqu'à ce qu'Airbus utilise tout ce qu'ils ont appris pour changer complètement la donne. Le A340 n'a jamais volé sous les couleurs américaines, mais son échec a préparé la piste pour que l'A350 s'impose chez la plupart des grandes compagnies américaines, transformant la défaite d'Airbus en une victoire durable. C'est pourquoi aucune compagnie américaine n'a commandé le A340 et pourquoi cet échec a finalement rendu Airbus plus fort que jamais.